Ce week-end, la Formule 1 et ses écuries se rendaient sur le circuit d'Interlagos, au Brésil. Un grand prix cher pour Lewis Hamilton, citoyen d'honneur du pays, mais aussi pour son coéquipier George Russell, puisqu'il a décroché l'an dernier la première et pour l'instant la seule victoire de sa carrière sur ce circuit. Compte tenu du succès récent de Mercedes là-bas, les fans de l'écurie plaçaient de hautes attentes dans ce grand prix. Beaucoup espéraient voir un Lewis Hamilton à la bataille avec Max Verstappen, pour nous rappeler aux bons souvenirs de 2021. Spoiler, il n'en a rien été. Mercedes a connu l'un de ses pires week-ends de l'année, et l'ambiance dans le garage à l'issue de la course était aux antipodes de celle de l'an dernier. Toto Wolff s'est même excusé publiquement à la radio auprès de ses pilotes, jugeant que cette voiture ne mérite tout simplement pas de gagner, et qu'un tel différentiel de performance d'un Grand Prix à l'autre est intolérable. Parce que oui, ce qui est surprenant, c'est que la W14 a vraiment affiché de bonnes choses lors des deux Grands Prix précédents. Sans sa disqualification au Texas, Hamilton aurait inscrit 2 podiums consécutifs, ce qui mine de rien ne leur était plus arrivé depuis le mois de juin. Alors que s'est-il passé au Brésil? Comment expliquer cette contre-performance et doit-on s'inquiéter pour la fin de saison? Alors que Ferrari est à 20 points et lorgne sur la 2e place. C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Avant de juger ce week-end raté de la part de Mercedes, il faut d'abord comprendre là où ils en sont. Sur le papier, ils sont la 2e force du plateau, en tout cas si l'on s'en tient à ce que nous dit le bilan statistique, c'est-à-dire le classement constructeur. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Sur l'intégralité de la saison, je pense effectivement que Lewis Hamilton et son équipe ont eu la 2e meilleure monoplace de la grille. Mais c'est davantage lié aux contre-performances de leurs concurrents. Aston Martin était meilleur qu'eux sur le premier tiers de l'année, mais ils connaissent un énorme trou d'air depuis 7 ou 8 Grands Prix, malgré un vrai rayon de soleil lors de la dernière course au Brésil. Alonso P3 au bout du suspense et Stroll également très bon avec sa P5, ça doit leur faire du bien. McLaren est certainement aujourd'hui la 2e force du plateau, portée par un Lando Norris en feu. Malheureusement, leur début de saison catastrophique leur coûte cher, donc ils ne disputeront pas la 2e place au constructeur à Mercedes. Enfin, Ferrari est l'écurie qui est la plus proche de Mercedes aujourd'hui, mais leur performance en milieu de saison en particulier les a un petit peu plombés. Ajoutez à ça des problèmes mécaniques comme à Bahreïn en début de saison, ou celui de Charles Leclerc le week-end dernier, ça donne une année avec beaucoup de regrets. Mercedes est donc dans une position assez confortable, portée par l'inoxydable Lewis Hamilton, et les performances affichées avant le Grand Prix du Brésil laissaient présager de bonnes choses pour cette fin de saison, et pour l'an prochain. Mais voilà, il aura suffi d'un mauvais week-end à Interlagos pour que les doutes surgissent à nouveau, pour que tous les efforts réalisés par les ingénieurs de Mercedes partent en fumée, en l'espace de 71 tours. Alors les amis, disons-le clairement, la vérité d'un week-end n'est pas la vérité d'une saison. Mercedes a eu un coup de moins bien au Brésil, Aston Martin était au fond du saut au Mexique, et même Red Bull était en grande difficulté à Singapour. Une contre-performance, ça arrive à tout le monde. Il y a quelqu'un qui sait ça mieux que personne, et c'est bien sûr ce bon vieux Toto Wolff. Pourtant, malgré sa grande expérience dans le milieu, il n'a pas hésité à être très critique envers son équipe. Regardez ce qu'il a déclaré à l'issue du Grand Prix. Personnellement, c'est mon pire week-end depuis 13 ans en Formule 1. Il n'y a même pas de mots pour décrire cette situation. Cette voiture a terminé 2e la semaine dernière et la semaine précédente. Et peu importe ce que nous avons fait à la voiture ce week-end, c'était horrible. On ne peut pas, en l'espace de 7 jours, finir sur le podium avec probablement l'une des 2 voitures les plus rapides, puis terminer 8e ici. Toto n'a pas tort. À Interlagos, la W14 était en dessous de la McLaren, de l'Aston Martin, de l'Alpine, et même Yuki Tsunoda et son AlphaTauri ont réussi à dépasser Hamilton sans trop de problèmes lors de la course sprint. C'est quand même une chute vertigineuse. Alors que s'est-il passé exactement ? Il y a 3 choses à mettre en avant pour expliquer leur contre-performance. En premier lieu, les configurations qu'ils ont choisies sur les 2 monoplaces. Vous le savez, chaque week-end, les ingénieurs décident quel setup adopter sur la monoplace en fonction des caractéristiques du circuit. À Interlagos, Mercedes a opté pour un aileron arrière plus haut que celui de ses concurrents, pour renforcer leur appui aérodynamique et donc limiter la dégradation des pneus. Sauf que ça n'a pas du tout marché. La W14 dégradait énormément, ça s'est particulièrement vu en course sprint. Et cette configuration les a vraiment gênés en ligne droite. Il y avait beaucoup trop de traînées, ça n'allait pas du tout. Ensuite, leur plancher était-il la cause de tous leurs problèmes? C'est en tout cas ce que pense Lewis Hamilton, qui juge que leur configuration d'aileron était en fait un moyen de cacher la performance médiocre du plancher. Vous avez sans doute vu qu'il galérait avec le DRS, et selon lui, c'est lié à ça. Alors indirectement, Lewis Hamilton nous révèle quelque chose de très intéressant. Et si Mercedes avait été traumatisé par ce qu'il s'est passé lors du Grand Prix des États-Unis, il y a 2 semaines? Vous savez, lorsqu'Hamilton a été disqualifié à cause d'une planche qui ne respectait pas l'épaisseur minimale imposée par la FIA. Tout comme à Austin, on s'est retrouvé dans un week-end de course sprint. Tout comme à Austin, Interlagos est un circuit bosselé. Et tout comme à Austin, Mercedes aurait pu se faire disqualifier s'ils avaient commis la même erreur. Ils n'ont pris aucun risque et leur pari n'a malheureusement pas payé. La dernière chose qui explique leur contre-performance est finalement liée à ça. Mercedes n'est pas à l'aise dans les week-ends de course sprint, et leur compréhension de leur monoplace dans cette configuration est vraiment faible par rapport aux autres écuries. Et oui, vous savez qu'il n'y a qu'une seule séance d'essai libre dans ce genre de week-end, et Mercedes semble être une écurie qui a besoin de plus de temps que ça pour comprendre et améliorer sa voiture. C'est ce qu'a confié à demi-mot Lewis Hamilton à l'issue de la course. Il nous dit qu'il s'attendait à souffrir, parce que la monoplace n'a pas pu être modifiée entre le samedi et le dimanche.
Et là, ça ouvre encore une fois le débat sur le format des week-ends en course sprint, qui sont de toute évidence un gros problème pour toutes les écuries de F1. Ne nous y trompons pas, les ingénieurs de Mercedes n'ont pas été bons ce week-end. Ils ont choisi une mauvaise configuration et c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Mais pour reprendre ce qu'a dit Christian Horner à ce sujet, les règles du parc fermé en format sprint sont une grosse blague, mais vraiment. Pour rappel, les écuries disposent d'1 heure d'essai libre le vendredi pour apporter des réglages sur la monoplace, et les voitures sont placées sous régime de parc fermé à l'issue de cette séance. Ça signifie que les équipes sont contraintes d'utiliser les mêmes réglages pour le reste du week-end, à part quelques éléments mineurs qu'ils peuvent modifier à droite à gauche. Je vous assure que j'essaie de rester neutre et mesuré sur ce sujet, mais à ce niveau-là, c'est presque une insulte pour le travail des ingénieurs. Horner dit qu'il pourrait presque renvoyer son équipe à la maison après la séance d'essai libre du vendredi, et franchement, ça veut tout dire. Mercedes est évidemment une victime de ce format, mais malgré tout, je pense que leur résultat à Interlagos montre des lacunes évidentes. Je vous parlais de ça dans ma vidéo sur Lewis Hamilton il y a quelques semaines. À mes yeux, ils ont clairement baissé d'un cran par rapport à ce qu'ils faisaient il y a quelques années. Non seulement les stratégies sont moins bonnes, les pit-stops sont vraiment à revoir, mais ce genre de résultat reflète une certaine méconnaissance de leurs problèmes, ou plutôt une incompréhension de leur monoplace. De toute évidence, la W14 n'est pas la meilleure des monoplaces de Mercedes. Pas la plus performante, ni la plus facile à comprendre, on sera d'accord là-dessus. Mais quand on dispose d'une équipe technique aussi compétente, n'est-on pas en droit d'en attendre davantage ? Il faut être exigeant avec ce genre d'équipe, et vous savez que l'exigence est l'une des caractéristiques qui a porté Mercedes vers le succès lors de ces dernières années. Aujourd'hui, j'avoue avoir un peu du mal à comprendre où va le développement. Ils avaient une dégradation des pneus absolument horrible à Interlagos, alors que la gestion des pneumatiques a été l'un de leurs points forts toute la saison, c'est à n'y rien comprendre. Dans ce cas précis, j'imagine que leur nouveau modèle de plancher introduit à Austin y est pour beaucoup. Il a apporté les résultats espérés aux États-Unis et au Mexique, la W14 était solide là-bas, mais ils ont eu du mal à comprendre les changements apportés au Brésil. Et encore une fois, ça ne devrait pas arriver pour une écurie de ce standing. Tout de même, il faut relativiser ce résultat. C'est facile de faire une erreur dans la configuration de la monoplace lors d'un week-end en format sprint. Red Bull l'a fait l'an dernier sur ce même circuit, et visiblement, ils ont appris de leurs erreurs. Peut-être que Mercedes a besoin de ça pour avancer, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de quoi s'affoler pour le moment. Pour devenir un candidat au titre l'an prochain, Mercedes doit absolument changer quelque chose dans son équipe technique. On a vu que James Allison est revenu à son poste de directeur technique et que Mike Elliott est officiellement parti. Donc on pourra juger les résultats de ce changement l'année prochaine. Plus que la performance en elle-même, le gros problème, c'est la compréhension des évolutions qui peut faire peur. Mercedes ne s'attendait vraiment pas à être à ce niveau au Brésil, et ils ont assisté impuissants à la chute au classement d'Hamilton et de Russell au fur et à mesure de la course. En cette fin de saison, il leur reste deux choses à aller chercher. La deuxième place au classement constructeur, et pourquoi pas un titre de vice-champion pour Lewis Hamilton. Pour Hamilton, ça se complique. Bien sûr, il n'a pas été aidé par sa disqualification à Austin, et Perez a un petit matelas de 32 points à 2 Grands Prix de la fin. Techniquement, c'est encore possible, mais ça ne risque sans doute pas d'arriver. Enfin, leur deuxième place au constructeur doit être validée à Vegas ou à Abu Dhabi. Ils ont vraiment dû souffler en voyant Charles Leclerc ne pas prendre part au Grand Prix le dimanche. Et s'ils montrent la même chose qu'à Austin ou à Mexico City, je pense qu'ils réussiront à atteindre cet objectif. C'est important parce que ça offre une belle récompense financière, et ce serait un progrès par rapport à la saison dernière. En tout cas, pour attaquer 2024 de la meilleure des façons, Mercedes a beaucoup de travail à faire. Je leur souhaite de réussir à progresser, pour nous offrir une belle bataille avec Red Bull l'année prochaine. Merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la performance de Mercedes au Brésil. Si ça vous inquiète ou alors pas du tout, moi je lirai tous vos commentaires avec attention, comme d'habitude. Si vous souhaitez me soutenir et m'offrir un petit peu plus de visibilité, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est super important pour faire décoller le projet. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.